L'ancien propriétaire d'un spa médical au Texas et le directeur médical de l'établissement sont tous deux accusés de meurtre après qu'une femme soit venue pour une perfusion intraveineuse et n'en soit pas ressortie vivante. Nous enquêtons sur les pratiques prétendument dangereuses qui se déroulent à huis clos et sur les raisons pour lesquelles il a fallu des années aux autorités pour porter des accusations. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Avant de continuer, je dois vous parler de notre sponsor, l'application Upside, qui vous offre du cashback supplémentaire. Oui, du cashback supplémentaire sur les achats quotidiens comme l'essence, les courses, la restauration à emporter. Voici ce que vous faites. Vous téléchargez gratuitement Upside, vous sélectionnez une offre dans l'un des plus de 100 000 points de vente participants, vous payez normalement avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et tout simplement vous récupérez de l'argent. Donc disons que j'ai besoin de faire le plein ou que je veux commander à emporter un soir. Je cherche d'abord les offres sur Upside. Et après avoir dépensé, l'argent apparaît dans mon application et je peux le transférer directement sur mon compte bancaire. Ah, et les utilisateurs réguliers d'Upside reçoivent en moyenne 154 $ de cashback par an. Pour récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code et utilisez le code promo Sidebar pour un bonus de 25 centimes par gallon lors de votre premier plein. En juillet 2023, Jennifer Cleveland, âgée de 47 ans, attendait avec impatience une journée au spa. Maman de 4 enfants et employée d'une radio locale au Texas, elle a écrit sur Facebook « Le LuxeMed Spa par Amber Johnson vous fera sans aucun doute vous sentir et paraître belle ». Mais seulement un jour plus tard, Jennifer allait mourir. C'est après qu'elle a perdu connaissance à l'intérieur de ce spa et qu'elle a été déclarée morte à l'hôpital. Et depuis, plusieurs enquêtes ont été lancées. Et il y a même une nouvelle loi au Texas qui porte le nom de Jennifer, dans le but de rendre les spas médicaux de l'État, espérons-le, plus sûrs. Nous allons en parler. Nous savons maintenant que la propriétaire de l'entreprise, Amber Johnson, et le directeur médical du spa, le docteur Michael Gallagher, font face à un total de 39 chefs d'accusation. C'est ce qui ressort des nouveaux actes d'accusation déposés. Ils se sont rendus cette semaine aux autorités du comté de Freestone, Texas, et ont été libérés sous caution, selon KWTX. Mais comment en est-on arrivé là ? Que s'est-il passé pour Jennifer dans ce spa médical ? Pourquoi deux personnes différentes sont-elles accusées de faits aussi graves, de crimes ? Je veux en parler ainsi que du volet civil. Maintenant, un avocat de Johnson, David E. Moore, a confirmé à KWTX que Jennifer s'est bien rendue au LuxeMed Spa le 10 juillet où Johnson a commencé un traitement intraveineux pour elle. Moore a déclaré aux médias que Jennifer avait signé des formulaires de consentement indiquant qu'elle ne prenait aucun médicament, qu'elle n'avait aucune maladie chronique et qu'elle n'était pas suivie par un médecin à ce moment-là. 20 minutes après le début du traitement, selon Moore, Jennifer a dit à Johnson qu'elle ne se sentait pas bien. Johnson lui a demandé de s'asseoir, de respirer, mais Jennifer a perdu connaissance. Moore affirme que Johnson a débuté la réanimation cardio-pulmonaire sur Jennifer, moment où elle aurait trouvé une cigarette électronique dans son soutien-gorge. Nous expliquerons bientôt pourquoi c'est ou pourrait être important. Mais Johnson aurait réussi à ranimer Jennifer momentanément. C'est ce que Moore a déclaré à KWTX. Mais ensuite, elle a perdu connaissance de nouveau. Johnson aurait tenté 2 fois d'appeler le numéro d'urgence 911 depuis le téléphone du comptoir du SPA, disant que la ligne était occupée et sans réponse. Je me demande s'il existe des relevés pour confirmer ces appels. Et elle a finalement réussi à joindre les secours avec son téléphone portable personnel. Encore une fois, c'est selon son avocat. Les secours ont emmené Jennifer à l'hôpital, mais la police a indiqué à KWTX qu'elle est morte en chemin. Maintenant, la chaîne KSNV a rapporté le rapport d'autopsie de Jennifer, qui aurait apparemment indiqué que Jennifer, je cite, a reçu une perfusion intraveineuse contenant un complexe de vitamine B, de l'acide ascorbique, de la cyanocobalamin et des électrolytes TPN. La cyanocobalamin est une forme de vitamine B12. Elle vise à traiter une carence en vitamines, mais le Conseil médical du Texas précise que la solution d'électrolyte TPN doit être prescrite par un médecin et est connue pour provoquer des complications à cause du chlorure de potassium. Maintenant, KWTX rapporte que le rapport d'autopsie finale de Jennifer a indiqué comme cause du décès, je cite, « une mort cardiaque subite d'étiologie incertaine ». Les circonstances du décès ont été classées comme inconnues, qu'il s'agisse d'une mort naturelle, accidentelle, d'un suicide ou d'un homicide. Cela donne 2 points sur lesquels la défense peut s'appuyer. S'il n'y a rien de définitif, est-ce que cela laisse place à un doute raisonnable ? L'autopsie aurait également indiqué que l'administration d'une thérapie intraveineuse ne peut pas être définitivement exclue ou confirmée comme facteur contributif à ce stade. La poche intraveineuse a été retrouvée sur place, son contenu analysé, et des électrolytes de nutrition parentérale totale semblaient présents. Il a également été allégué que Jennifer recevait des perfusions hebdomadaires, mais sans préciser exactement de quel type de perfusion il s'agissait, ni depuis combien de temps. C'est ce que rapporte KWTX.
Voici l'argument contraire, n'est-ce pas? Johnson, le propriétaire du SPA, apparemment ou selon les rapports, n'avait pas de licence médicale. L'argument est qu'il ne devait pas obtenir ou administrer des médicaments sur ordonnance. Les autorités disent non qu'elle a contourné cela en collaborant avec le docteur Michael Gallagher, anesthésiste texan et directeur médical du SPA. Et le jour où Jennifer est décédée, selon son avocat, Gallagher se trouvait en réalité à plus de 160 km dans son propre cabinet à Frisco, au Texas, mais Johnson aurait pu obtenir les médicaments en utilisant les identifiants de Gallagher. Souvenez-vous, j'ai parlé de la cigarette électronique que Johnson aurait trouvée en tentant un massage cardiaque. Maître Moore a déclaré à KWTX avoir demandé que la cigarette électronique cachée dans le soutien-gorge de Mademoiselle Cleveland soit testée pour détecter des substances réglementées. Le rapport final d'autopsie a indiqué un arrêt cardiaque soudain d'étiologie incertaine, ainsi qu'une toxicologie post-mortem révélant la présence de tramadol et de trazodone, dont aucun n'a été administré par Amber Johnson. Le bureau du procureur général du Texas a repris l'affaire. Ils l'ont apparemment présenté à un grand jury et ont obtenu ces inculpations qui ont été retenues contre Johnson et Gallagher dans le comté de Freestone. Selon les documents d'inculpation, le grand jury a inculpé Johnson de 14 chefs d'accusation, meurtre commis lors de la perpétration d'un crime, homicide involontaire au second degré, homicide par négligence criminelle, 9 chefs de remise d'un médicament dangereux, exercice illégal de la médecine sans licence et falsification ou altération de preuves matérielles. Gallagher fait face à encore plus de chefs d'accusation selon son acte d'inculpation, mais beaucoup des accusations reflètent en quelque sorte celles de Johnson. Meurtre lors de la commission d'un crime, homicide involontaire au second degré, homicide par négligence criminelle, 9 chefs de délivrance d'un médicament dangereux, exercice de la médecine sans licence, exercice de la médecine en violation du Code texan des professions. Les documents du tribunal indiquent aussi le calcul du montant total de la caution pour chaque accusé. Selon plusieurs rapports, Johnson s'est rendu et a payé une caution de 69 000 $. Gallagher a été libéré après avoir payé une caution de 96 500 $. Je souhaite examiner plus en détail ces violations criminelles présumées. C'est important. Nous en discuterons avec Alia Roberts dans un instant. Mais il est écrit, je cite, Amber Johnson, le 10 juillet 2023, ou vers cette date, a alors, en ce lieu, commis ou tenté de commettre un crime, à savoir pratiquer la médecine sans licence, causer des blessures physiques à une autre personne, ou délivrer une drogue dangereuse, ou a commis ou tenté de commettre un acte manifestement dangereux pour la vie humaine, à savoir administrer des électrolytes TPN à Jennifer Cleveland, ce qui a causé la mort de Jennifer Cleveland. Le meurtre lors de la commission d'un crime est un peu différent, n'est-ce pas? Cela ne dit pas que vous vouliez tuer Jennifer, mais que vous avez commis, ou aviez l'intention de commettre, un crime et que cela a entraîné la mort de quelqu'un. Les chefs d'accusation d'homicide involontaire et d'homicide par négligence criminelle sont très similaires, mais peuvent reposer sur des critères différents comme l'imprudence ou la négligence. Chaque accusation de livraison de drogue dangereuse concerne un médicament différent que Johnson aurait administré à Jennifer dans ce cocktail intraveineux, précisant que ces médicaments doivent téléporter la mention uniquement sur ordonnance. Je souhaite mettre en avant l'accusation numéro 14. Donc, le dernier chef d'accusation dans l'acte d'accusation contre Johnson concerne la falsification ou la fabrication de preuves matérielles. Je cite, le grand jury présente, en outre, qu'Amber Johnson, le 7 mai 2025, ou vers cette date, sachant qu'une enquête ou procédure officielle était en instance ou en cours concernant la mort de Jennifer Cleveland, établir, présenter ou utiliser un dossier ou un document, à savoir un dossier ou un document contenant les notes supplémentaires suivantes, et ajouter des électrolytes TPN 10 ml datés du 10 juin 2023, en sachant qu'il est faux et dans l'intention d'influencer le cours ou l'issue de l'enquête ou de la procédure officielle. C'est une accusation assez grave. Nous avons donc recherché l'affaire mentionnée ici, Cleveland et Allos contre McKesson et Al. Les proches survivants de Jennifer a donc apparemment poursuivi McKesson Medical Surgical. C'est une entreprise qui aide à distribuer des médicaments et des fournitures, comme les électrolytes de nutrition parentérale totale. D'autres défendeurs sont cités ici, le Dr Gallagher, le LuxMed Spa et Amber Johnson. Et la requête initiale du plaignant, déposée en janvier 2025, nous donne un peu plus d'informations sur le LuxMed Spa. Citation selon la requête, la défendresse Amber Johnson, selon les informations disponibles, est une ancienne assistante d'enseignant qui, vers le printemps 2023, a eu l'idée d'ouvrir un spa médical. Malgré l'absence de formation, d'éducation ou de licence médicale et l'impossibilité pour les non-médecins d'être propriétaires de majoritaires, Johnson a obtenu un bail à Wortham, Texas. Elle a créé le LuxMed Spa par Amber Johnson LLC le 12 avril 2023 et a organisé une inauguration le mois suivant. Au fait, ce ne sont que des allégations, mais cela continue.
Selon la loi du Texas, un médecin doit être le propriétaire majoritaire d'un spa médical, et le spa doit être constitué en tant qu'organisation professionnelle, comme une PA, association professionnelle, une PLLC, société à responsabilité limitée professionnelle, ou une PC, société professionnelle. Lorsque Johnson a créé le LuxMed Spa, il a été constitué en tant que LLC, société à responsabilité limitée, et elle a été identifiée comme l'unique propriétaire. Le mémoire apporte aussi davantage d'informations présumées sur la connexion supposée de Gallagher à l'entreprise. Citation. Par l'intermédiaire d'un ami commun, Johnson a approché le docteur Michael Gallagher pour qu'il devienne le directeur médical du LuxMed Spa. Le défendeur, le docteur Gallagher, aurait accepté d'agir en tant que directeur médical, bien qu'il n'ait jamais signé le contrat de directeur médical avec le LuxMed Spa, et qu'il travaillait et résidait à plus de 160 km de Wortham, au Texas. D'après cette plainte, Gallagher n'a visité le spa, ce lieu, que 3 fois. C'est à ce moment que McKesson intervient. Je cite, quand Amber Johnson a ouvert le LuxMed Spa, elle et le docteur Gallagher ont contacté McKesson pour créer un portail en ligne permettant à Johnson, sans formation médicale, de commander des médicaments dangereux sur ordonnance livrés directement au LuxMed Spa. Maintenant, la partie suivante de la plainte devient un peu technique, mais il est important de comprendre le type de médicaments avec lesquels Johnson traitait apparemment, malgré, encore une fois, l'allégation selon laquelle elle n'avait aucune expérience médicale. Je cite, en utilisant le portail de commande McKesson, la défendresse Amber Johnson a commandé des électrolytes de nutrition parentérale totale, des électrolytes de NPT, à faire livrer directement au LuxMed Spa. Les électrolytes TPN sont destinés à être perfusés avec des compléments de nutrition parentérale totale, également appelés alimentation intraveineuse, afin de fournir une nutrition aux patients qui ne peuvent pas consommer de nourriture ou de nutriments par voie orale. En fait, la notice Pfizer accompagnant les électrolytes TPN distribués par McKesson indiquait que les électrolytes TPN devaient être dilués dans une solution TPN avant administration. Les électrolytes TPN ne doivent pas être ajoutés à un cocktail intraveineux. Pour assurer la sécurité du patient, les perfusions d'alimentation intraveineuse, surtout avec électrolytes, doivent être faites en milieu hospitalier surveillé avec matériel de réanimation et personnel formé. Le LuxMed Spa n'était pas un établissement de santé, n'employait pas de professionnels de santé qualifiés et ne disposait pas de matériel de réanimation d'urgence. La requête cite l'avocat de Mademoiselle Johnson. Jennifer a perdu connaissance, s'est effondrée et n'avait plus de pouls. Lorsque la poche de perfusion a été retrouvée plus tard, elle était vide, ce qui montre que les électrolytes destinés à être administrés dans une solution de TPN sur 8 à 12 heures ont été perfusés par Amber Johnson à Jennifer Cleveland en moins de 30 minutes. La plainte affirme que McKesson a mis en place un système facilitant l'expédition de médicaments dangereux et que la mort était une conséquence prévisible de l'envoi d'électrolytes TPN à un spa médical. Même le Conseil médical du Texas, après enquête sur la mort de Jennifer, a conclu que les électrolytes TPN n'ont aucune utilité ni indication médicale dans un spa médical. Toutes les parties sont poursuivies individuellement pour négligence, et les plaignants ont aussi déposé une plainte pour responsabilité médicale. La famille réclame au moins 1 million de dollars en dommages et intérêts, suite à la négligence du LuxMed Spa, comme indiqué ici. Jennifer Cleveland est décédée, et les plaignants, à titre individuel et représentatif, ont subi et continuent de subir la perte émotionnelle d'une épouse et d'une mère, son amour, son réconfort, sa présence, ainsi que son soutien financier. McKesson, d'ailleurs, a tenté de faire rejeter cette plainte, mais cela n'a pas fonctionné. Un juge l'a refusé. Selon le registre du tribunal, l'affaire est toujours en cours. Un procès devant jury est prévu pour cet automne. Pour l'affaire pénale en cours, j'ai dit que les accusations contre le docteur Gallagher ressemblent à celles de Johnson. Mais il est aussi accusé d'avoir permis à Johnson d'utiliser sa licence et d'avoir été son complice. Par exemple, voici comment l'accusation numéro 19 est formulée. Citation, le grand jury déclare en outre que Michael Gallagher, ouvert le 10 juillet 2023, a alors, et en ce lieu, a exercé la médecine en violation du Code des professions du Texas, en aidant ou en facilitant, directement ou indirectement, l'exercice de la médecine par Amber Johnson, qui n'était pas autorisée à exercer la médecine par le Conseil médical du Texas. Et après la mort de Jennifer, le comité disciplinaire du Conseil médical du Texas a ordonné la suspension temporaire de la licence médicale de Gallagher, affirmant que ses actions représentaient une menace pour la sécurité de la population du Texas. Maintenant, sa licence a été rétablie. Des conditions strictes ont été imposées. D'après le site du Conseil médical du Texas, il n'est pas autorisé de superviser ou de déléguer l'autorité de prescription à des médecins, assistants ou infirmiers. Il devait être surveillé et suivre un cours de supervision médicale. D'ailleurs, le SPA a depuis fermé ses portes.
Je veux vous dire qu'une bonne nouvelle est née de cette tragédie. C'est difficile de trouver du positif, mais la loi de Jennifer est entrée en vigueur en septembre 2025. Elle exige que tous les traitements par perfusion intraveineuse dans l'État du Texas soient administrés par un professionnel agréé. Les groupes de défense et les législateurs à l'origine du projet espèrent ainsi rendre les centres de perfusion intraveineuse plus sûrs dans tout l'État. Regardez, Gallagher et Johnson, ils risquent des décennies de prison s'ils sont reconnus coupables. Et je veux en savoir un peu plus sur l'affaire pénale, sur l'affaire civile, sur la façon dont elles pourraient être liées. Allons-y. D'accord, je veux en parler un peu plus. Et je veux inviter Alia Roberts, qui est avocate plaidante, spécialisée dans tous ces différents types de procès. Mais je suis curieux. C'est un type d'affaire différent, n'est-ce pas? Je veux dire, voyez-vous des actions comme celle-ci, peut-être d'un point de vue civil, mais aussi d'un point de vue pénal? Avez-vous déjà vu quelque chose comme ça? Merci de m'avoir invité, Jessie Weber. Comme vous l'avez dit, je l'ai surtout vu dans des contentieux civils, mais rarement en pénal. J'ai trouvé intéressant de comparer les plaintes et j'ai aussi trouvé intéressant qu'ils aient inculpé les deux accusés de meurtre. Meurtre lors de la commission d'un crime. Meurtre lors de la commission d'un crime, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas comme si c'était intentionnel, comme s'ils avaient eu l'intention de tuer Jennifer. Mais c'est l'idée que vous commettiez intentionnellement un crime, n'est-ce pas? Le fait d'administrer cela sans y être autorisé et qu'elle en soit morte. Cela vous semble-t-il inhabituel? Je pense que dans ces circonstances, ce n'est pas le cas. Et aussi, comme nous le savons, parfois l'accusation veut faire passer un message, n'est-ce pas? Et je pense que c'est la meilleure façon de le faire. C'est un comportement criminel. Nous pouvons engager des poursuites en vertu du Code pénal du Texas. Par conséquent, nous devrions empêcher d'autres personnes qui pourraient envisager d'adopter ce comportement ou qui s'y livrent déjà. Posez-le, arrêtez immédiatement et partez, car vous risquez des poursuites pénales. Qu'est-ce qu'un jury devrait prendre en compte? Quel type de preuves devrait être présentées si l'on parle de meurtre lors de la commission d'un crime, d'homicide involontaire ou d'homicide par négligence criminelle? D'accord. Donc, premièrement, nous devons examiner l'intention, n'est-ce pas? Nous devons regarder l'élément de mens rea. Bien sûr, nous n'avons pas à discuter de l'intention dans le cas de l'homicide involontaire, parce que nous avons déjà le crime, n'est-ce pas? Nous avons l'intention de pratiquer la médecine sans licence, n'est-ce pas? L'intention d'administrer des médicaments sans être un professionnel de santé habilité. À ce stade, le jury doit seulement savoir que ces personnes ne sont ni médecins, ni infirmières praticiennes diplômées. Elles n'ont aucune formation médicale, sauf comme assistante ou avec une expérience en spa. Et une fois que vous avez cet aspect criminel, une fois que vous avez réuni ces éléments et que quelqu'un est décédé, n'est-ce pas? À cause de cela, il y a une victime et la victime n'est plus en vie. Donc, je pense que apporter la preuve qu'elles n'ont pas les compétences médicales nécessaires et aussi montrer que le comportement qu'elles ont eu a ensuite causé la mort de cette personne. C'est vraiment ce que le jury devra savoir. Et l'imprudence et la négligence sont un peu différentes, mais si l'on allègue que vous faisiez quelque chose que vous n'aviez pas le droit de faire, c'est vraiment dangereux. Je pense que vous pourriez cocher ces cases. Bien sûr, je pense que c'est un peu différent, non? Parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, l'imprudence et la négligence sont différentes. Je pense que c'était intelligent d'inculper pour les deux. Parce que si vous dites, oh, il n'y avait pas d'indifférence face au risque, parce que si je suis, vous savez, ces personnes, si je suis la prévenue, je dirais que j'ai pratiqué cette thérapie de nombreuses fois. Personne n'est décédé. Ils ont mentionné qu'une cigarette électronique était dans son soutien-gorge lors du massage cardiaque. Ils vont sûrement prétendre que le vapotage est lié à l'incident. En fin de journée, si je suis la défense, je dirais avoir souvent donné cette thérapie sans jamais provoquer de décès. C'est pour ça qu'il pourrait échapper à l'accusation d'imprudence. Mais il y a quand même de la négligence parce que, malgré le fait que tu l'aies fait de nombreuses fois, il suffit d'une seule fois. Et comme nous le voyons en ce moment, une personne a perdu la vie. Donc oui, en gros, je veux dire, oui, cette cigarette électronique est vraiment intéressante. Et pour être clair, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Il faut encore présenter des preuves ici et voir comment ils vont s'y prendre. J'ai trouvé ça intéressant. Si je lis bien, peut-être que je me trompe, mais Jennifer est décédée en 2023. Encore une fois, d'après ce que j'ai compris, cette affaire a été soumise au grand jury en janvier 2026. Pourquoi ce délai? Est-ce inhabituel ou lié à la complexité de l'affaire? Il peut y avoir de nombreuses raisons. Je pense que décider de poursuivre pénalement ou non peut aider à s'assurer d'avoir toutes les preuves à présenter devant un grand jury. Cela pourrait être aussi simple que le fait que des éléments de preuve clés aient été retardés et qu'ils voulaient s'assurer de les avoir pour les présenter au grand jury. Cela pourrait aussi être lié à des choses qui se sont passées en coulisses, vous savez, du point de vue de l'accusation, où ils hésitaient à décider s'il fallait laisser cela comme une affaire civile ou s'il fallait engager des poursuites pénales.
La famille a peut-être simplement plaidé pour des poursuites. L'accusation avait peut-être décidé de ne pas poursuivre pénalement selon les informations dont elle disposait alors. Et peut-être qu'au fur et à mesure que de nouvelles informations sont apparues et qu'ils ont continué à recevoir plus de preuves, ils ont alors décidé d'engager des poursuites pénales. Jennifer aurait signé un formulaire de consentement. Si c'est le cas, qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité, que ce soit dans un contexte civil ou pénal? Dans les deux contextes, les défendeurs vont soutenir qu'elle a renoncé à tous ses droits en signant cette décharge spécifique, que, vous savez, elle a renoncé à son droit d'intenter un procès. Elle a renoncé à son droit de toute forme de poursuite concernant un litige civil. Cependant, sur le plan pénal, cette décharge, même si je suis sûre que les défendeurs vont la présenter, cette décharge n'a aucune valeur. J'ai signé une décharge pour ne pas vous poursuivre, mais je suis maintenant décédée. Donc, même si je signe ce formulaire, je suis sûre que personne ne pourrait admettre que je renonce à mon droit à un recours si je meurs à cause de ce traitement. Ou encore l'argument j'ai consenti en fonction des faits qui m'ont été présentés à ce moment-là. S'il y avait des informations qui auraient été dissimulées, cela pourrait être un moyen de s'en sortir. Mais en général, où se situe la limite entre la faute médicale? On a déjà vu plusieurs cas comme ça, non? Quelqu'un subit une intervention et il se passe quelque chose. S'ils survivent, ils restent traumatisés et blessés et peuvent intenter une action en justice. Sinon, même les proches non survivants peuvent intenter une action pour faute médicale ou pour décès injustifié, contrairement à une action pénale. Où est la limite? Qui décide? Donc, pour la faute médicale, la première chose, c'est que c'est au civil, n'est-ce pas? La faute médicale relève du contentieux civil. Donc, quand on parle de faute médicale, on se demande si les actions entreprises par les professionnels de santé concernés n'atteignaient pas le niveau de soins attendu. Et cela signifie qu'en tant que médecin praticien, nous avons un devoir envers nos patients. Il y a certaines directives qui doivent être respectées en tout temps parce que les professionnels de santé ont prêté serment. Donc, si les soins que vous prodiguez, c'est-à-dire les actes que vous effectuez sur cette personne, sont en deçà du niveau de soins requis, ce qui signifie que, de façon générale, tous les médecins ne s'accorderaient pas à dire que, dans les mêmes circonstances, nous n'aurions pas adopté certains comportements. On se retrouve donc face à une faute professionnelle. Sur le plan pénal, on considère que ces personnes ont enfreint la loi, n'est-ce pas? Tout l'intérêt, la raison pour laquelle je pense que cela se retrouve devant un tribunal pénal, c'est parce que ces personnes pratiquaient la médecine sans avoir les autorisations requises dont elles avaient besoin pour exercer la médecine. Donc maintenant, l'aspect criminel, c'est que je pratique la médecine sans avoir les qualifications nécessaires. Et à cause de mon comportement, des actes que j'ai posés, quelqu'un a malheureusement perdu la vie. Et c'est ainsi que l'on en arrive à l'aspect pénal. Beaucoup d'accusations et de preuves potentielles semblent mêlées entre Johnson et Gallagher. Voyez-vous une situation où, s'il devait y avoir un verdict de culpabilité, ce serait contre les deux? Voyez-vous des situations où l'un assume davantage de responsabilités que l'autre? Dites-moi ce que vous en pensez, s'il pourrait envisager des issues différentes pour ces accusés. Eh bien, cela dépend aussi de la façon dont les accusés, vous savez, préparent leur défense, n'est-ce pas? En supposant qu'ils aient chacun leur propre avocat, s'ils commencent à se rejeter la faute, n'est-ce pas? L'un dira, par exemple, je pense que Gallagher est le superviseur. Il dira, eh bien, je n'étais pas au courant du comportement en question. Je n'ai pas, excusez-moi, je n'ai pas vérifié cette information. Je ne savais pas ce qui se passait, donc je ne devrais pas être tenu responsable puisque je n'ai pas participé directement. Mais il pourrait y avoir un autre point de vue où ils diront que, eh bien, j'étais supervisé par Gallagher parce que Gallagher m'a expliqué comment faire tout cela, comment concrètement procéder. Il m'a dit ce qui devait être fait et je me suis tournée vers lui pour obtenir des informations. Et aussi, il y a eu un élément clé lorsque les notes ont été modifiées. Je crois que les notes dans le dossier ont été modifiées. Et je ne sais pas comment il sera déterminé qui a précisément fait ces modifications après le décès de la victime. Mademoiselle Cleveland est décédée. Ils sont retournés dans le dossier et ils ont commencé à manipuler le dossier médical après coup. Selon la possibilité d'identifier l'auteur, cela pourrait impliquer les deux prévenus et les rendre tous deux responsables. Quelle est l'interaction? Quel est le lien entre le procès civil et l'affaire pénale? Parce que parfois, et corrigez-moi si je me trompe, s'il y a des prévenus communs, ne pourrait-on pas suspendre, mettre en pause la procédure civile pendant que l'affaire pénale suit son cours? Ou comment cela fonctionne-t-il? Absolument, j'essaie. Tu as raison. Le pénal, tu sais, les affaires pénales sont généralement jugées en premier parce qu'à l'issue d'une affaire pénale, la personne risque potentiellement de perdre sa liberté, n'est-ce pas?
Quand il s'agit du risque d'aller en prison, tu n'as plus de droits. Donc, comme tes droits et ta liberté sont en jeu, normalement les affaires pénales passent en premier parce que les affaires civiles concernent l'argent. Tu ne veux pas dire quelque chose qui pourrait nuire à tes droits au procès pénal, n'est-ce pas? Je veux dire parce qu'il y a plus de moyens de t'obliger à témoigner dans une affaire civile et tu ne veux pas dire quoi que ce soit qui pourrait être utilisé contre toi et violer ton droit de ne pas t'auto-incriminer dans une affaire pénale. Donc il y a une chance que ce soit comme ça. En d'autres termes, nous verrons le résultat de l'affaire pénale avant de voir l'affaire civile. Et peu importe l'issue pénale, cela ne détermine pas forcément l'affaire civile. Les critères sont différents, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Et c'est ce que j'allais dire, Jessie. Nous avons deux critères différents ici, n'est-ce pas? Pour le pénal, c'est au-delà de tout doute raisonnable. Et pour le civil, c'est la prépondérance de la preuve. Donc il y a deux critères différents ici. L'un est beaucoup moins strict. C'est pourquoi je suis presque certaine à 100% que l'affaire pénale sera jugée en premier. Au fait, j'ai déjà mentionné cela. Le comité disciplinaire du Conseil médical du Texas a temporairement suspendu la licence médicale de Gallagher. Ensuite, elle a été rétablie. Ils ont alors imposé des conditions très strictes. Est-ce que ce fait sera pertinent à la fois pour les affaires civiles et pénales? Bien sûr. Et au minimum dans la mesure où cela servira à montrer que cette personne a eu des problèmes avec sa licence, n'est-ce pas? Cela peut être quelque chose de très minime, d'où l'argument. Bien sûr qu'ils ont des problèmes de licence car ils ne respectaient pas les règles de l'art. C'est donc un argument pour l'accusation. Je regarde vraiment les délais parce que, bien sûr, il doit y avoir une sorte de procédure disciplinaire qui commence ou débute avant que la décision finale ne soit prise. Donc, si je suis l'accusation, je regarde quelles informations ils avaient au départ pour lancer la procédure disciplinaire et si cela s'est produit avant ou pendant mon procès. Cela s'est-il produit après le procès pour établir la chronologie et suggérer que cette personne n'aurait peut-être pas dû exercer la médecine avant le décès de mademoiselle Cleveland? Au fait, juste pour terminer, que pensez-vous de la loi de Jennifer? Elle est entrée en vigueur en septembre 2025. Encore une fois, elle exige que tous les traitements intraveineux dans l'État du Texas soient administrés par un professionnel habilité. Je me demande si beaucoup se disent, ce n'était pas déjà comme ça? Ce n'est pas ce qui arrivait? Je suis comme toi, Jessie. Je dirais pareil. Pourquoi cela n'a-t-il pas toujours été exigé? Surtout quand on a des choses comme beaucoup de gens entendent parler des centres de médecine esthétique et pensent que c'est juste pour des traitements comme le Botox ou ce genre de choses. Mais même des choses comme le Botox, même des choses comme la thérapie intraveineuse qui semblent très simples, cela reste de la médecine, n'est-ce pas? Il s'agit toujours de l'exercice de la médecine. Il doit toujours y avoir une personne qui a une licence pour réellement savoir quelle quantité de médicaments administrer afin de ne pas, malheureusement, vous savez, causer la mort de quelqu'un. Alia Roberts, merci pour vos réflexions et le temps accordé. Je l'apprécie toujours. Merci Jessie Weber pour l'invitation, c'est un plaisir. Et c'est tout ce que nous avons pour vous pour l'instant ici sur Sidebar, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X et Instagram et retrouvez mon émission Jessie Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À bientôt, à tous.